Pendant le passage de la grande barrière de corail qui entourait Azuria, Morgane se félicita d'avoir laissé le nouvellement nommé Corbeau des mers sur les docks de Chryse-la-Poulpe. Elle les avait rencardés sur le retour d'un lieutenant des voleurs de Gênes dans la capitale de la République du Corail avant de leur proposer de garder leur navire, ce qui leur faisait économiser une jolie somme en frais de docking. Sans trop tergiverser, pour une fois, les trois héros avaient accepté et sauté dans la première frégate à destination d'Azuria. 2 jours de vacances, pour la modique somme de 300 sols par personne, une affaire. En plus, il fallait bien reconnaître que Chris avait eu raison de les mettre en garde contre le passage de la barrière de corail. On n'y voyait que dalle. On était au ras d'une surface plus que capricieuse, il fallait suivre un chemin étroit avec une précision sans faille, sous peine de s'échouer au milieu des coraux qui brouillaient les sonars et empêchaient probablement tout espoir de secours. Non, décidément, ils se félicitaient de leur décision. Il ne restait plus qu'à trouver ce Listal, une mission facilitée par le fait qu'Ozinsef le connaissait déjà. Il avait eu affaire à lui dans le cadre un peu flou d'un recel de technologie sur lequel l'ancien médecin polarien ne s'était pas trop attardé. Le monde était petit, surtout après que 95% de l'humanité avait disparu et que les survivants vivaient dans des petites boîtes métalliques exiguës posées au fond des océans. Il l'avait décrit comme fiable mais excentrique, ce qui avait laissé ses deux amis de marbre. Si quelqu'un daignait sourire plus d'une fois par mois, il devait paraître excentrique à Roman Ozinsef. D'ailleurs, alors que Karlak et Morgane avaient passé le voyage entre le bar et la salle d'observation, le médecin avait passé son temps penché sur un petit carnet de papier d'algues qu'il avait acheté avant de partir, à griffonner des schémas et des calculs. Un truc en rapport avec son bras mécanique, avaient compris les deux femmes. Ils avaient 2 jours de vacances, un luxe si rare qu'ils ne se rappelaient pas la dernière fois que ça leur était arrivé. Et il en profitait pour bosser. C'était névrotique à ce niveau-là. Il n'y avait que pour le passage de la barrière de corail qu'il avait daigné se lever pour venir observer le paysage, sans doute le plus beau qu'on puisse trouver sous les océans terriens. Une lumière vive et claire, portée depuis la surface par une ancienne technologie azuréenne, des couleurs joyeuses et pétillantes qui rendaient flamboyants les coraux autant que les nombreux poissons qui s'écartaient paresseusement de la trajectoire de la frégate. Même le silence n'était pas le même qu'ailleurs. Les haut-parleurs du navire répercutaient dans la salle d'observation le chant des baleines et des mammifères marins qui évoluaient dans les environs. Ils étaient baignés d'une musique enchanteresse et irréelle qui semblait tout droit sortir d'un vieux conte pour enfants. Juste derrière la grande barrière, la ville d'Azuria se révéla dans toute sa splendeur. Des centaines de modules dépassant d'un champ de coraux magnifique, dont la beauté n'était éclipsée que par celle de la nouvelle arche, un gigantesque dôme transparent se dressant presque jusqu'à la surface. Bien évidemment, elle abritait les quartiers les plus riches de la ville. « C'est bien là-dedans qu'il habite, ton gars ?» demanda Morgane au médecin. « Ouais, l'Étincelle, c'est son magasin. C'est au niveau 2 de la nouvelle arche. »« Eh bah, siffla Karlak, il se refuse à rien. »« Je crois que sa famille est bien placée, mais je suis pas sûr qu'ils soient encore en bons termes. » Hélas, 2 jours, c'est court pour des vacances, et ils furent rapidement débarqués sur les docks d'Azuria, scrutés par une empâte en robe grise, inquiétante malgré sa beauté presque inhumaine. Les soldats qui l'accompagnaient étaient de vrais durs à cuire, au regard trahissant des pulsions violentes à la limite de la psychopathie. Tout le monde baissait les yeux et accélérait le pas lorsqu'elle était dans les parages. Ils ne pouvaient pourtant pas tous être coupables de quelque chose. Ozinsef eut un petit reniflement de mépris. Il avait appris à se méfier d'une force de police dont les citoyens honnêtes ont peur, et de la nation qui la contrôle. Ils longèrent l'estrade d'un prêtre du corail qui sermonnait la foule, et se dirigèrent vers les galeries secondaires plus éloignées des docks. Il y avait du monde partout, et, malgré l'ambiance passablement tendue, il fallait bien reconnaître qu'Azuria méritait sa réputation de plus belle cité des océans. Il était même difficile de ne pas s'arrêter pour jouer les touristes, tant les œuvres d'art, les attractions ou les spectacles de rue étaient nombreux. Enfin, c'était difficile pour Morgane et Karlak. Ozinsef marchait d'un pas décidé, tout entier à sa mission, sans se laisser déconcentrer le moins du monde. Il les amena vers les ascenseurs et ils montèrent jusqu'au niveau 2 où devait se situer l'Étincelle. « Bonsoir, madame !» Un jeune homme avec de discrets entrelacs de coraux bleus vifs implantés sur le côté du cou et sur l'épaule s'approchait de Morgane avec un grand sourire.
Salut, répondit-elle d'un ton méfiant. Je voulais vous demander, si vous êtes pas trop pressé, peut-être aimeriez-vous passer un peu de temps avec moi? Carlac eut un rire de gorge et Osinsef leva les yeux au ciel. Morgan mit quelque temps à comprendre. Hein? Pourquoi faire? Eh bien, le jeune homme eut un petit rire timide. Pour s'amuser et se détendre un peu, faire taire les pulsions de la chair pour quelque temps et profiter de la vie. Cette fois, elle avait compris, et elle rougit violemment sans que l'on sache vraiment si c'était de la gêne ou de la colère. On a autre chose à faire, merci, lâcha Osinsef laconique. Oui, 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 on est un peu pressé, ajouta Morgan. Le jeune homme haussa les épaules, une vague déception vite effacée sur le visage. Tant pis. Bonne journée, ma belle dame, dit-il en faisant demi-tour. Carlac les regarda d'un air désespéré. On est sur Azuria, putain, et on n'est pas plus pressé que ça. Vous attendez quoi pour prendre un peu de bon temps? D'être mort? Le médecin grogna et Morgan haussa les épaules. Ah, puis merde, dit la mutante en rattrapant le jeune homme. Hé, vous! Je suis moins farouche que ma copine, et ça fait 3 mois que je m'emmerde en mer. En un instant, Carlac avait disparu avec un jeune homme aux anges, lui qui aimait les femmes costaudes, il était servi. Bon, nous on va voir l'étincelle, maugréa Osinsef. Ils marchèrent rapidement le long des coursives claires, à l'air doux et légèrement parfumé, bercés par le son discret du chant des baleines, mais sa mauvaise humeur réussissait à jeter un froid malgré tout. Morgan le suivait sans rien dire. Ils arrivèrent au magasin de Listal, en bordure d'une petite place discrète, un peu à l'écart des grands axes. La porte, lourdement blindée, était fermée par une serrure magnétique dernier cri, un peu trop pour le standing de l'endroit comme pour celui du magasin. En début d'après-midi, il n'y avait pas de raison que le revendeur ne soit pas ouvert. Osinsef frappa lourdement. Personne ne vint ouvrir. Il recommença à frapper, plus fort cette fois, et attendit. Morgan s'ennuyait, ses yeux balayaient la place, observait l'estrade au centre où 2 hommes se disputaient une joute oratoire devant une petite foule attentive, puis ils se posèrent sur 2 véritables plantes en pot disposées aux extrémités. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas tous les jours, et pourtant ça avait l'air commun à Azuria. Alors que le médecin se décidait à écrire un petit mot pour prévenir Listal de leur passage, Morgan vit un jeune garçon, n'ayant probablement pas dépassé les 12 ou 13 ans, qui les observait, caché derrière la statue. Son regard était insistant, un peu effrayé, et il disparut à l'instant où la mécanicienne le remarquait. Il ne devait pas être sorti des crèches depuis bien longtemps, celui-là. À moins que la République du Corail ait une politique moins protectrice à l'égard de ses enfants. Elle n'en avait pas la moindre idée, et ne s'en préoccupait pas beaucoup. Elle reporta son attention sur son ami qui coinçait un petit mot sur le côté de l'écoutille de l'étincelle. Bon, on reviendra demain. Il a dû sortir pour affaire, maugréa le médecin. Ouais, mais on fait quoi en attendant? Tu crois que Carlac a fini? J'en sais rien, on s'en fout, on va manger un truc, répondit-il, et on ira trouver un petit hôtel à capsule pour passer la nuit. Malgré sa colère ouvertement affichée, Romane choisit un restaurant non loin de là où ils avaient laissé la mutante. Elle arriva effectivement, au bout d'une bonne heure, et commanda une gelée d'algues accompagnée d'un gros steak de thon, avant de les rejoindre à leur table. Elle rayonnait, et c'est avec un grand sourire aux dents pointues qu'elle leur lança. Alors, vous avez conclu? Le soir venu, la porte de l'étincelle était toujours fermée. Chris a bien dit que Listal était de retour, non? Demanda Morgan. J'ai pas rêvé. Et il vit là. Il devrait au moins rentrer le soir. Bah ouais, répondit Carlac en regardant autour d'elle. Elle remarqua un petit bonhomme accroupi derrière une étrange plante verte qui semblait les surveiller avec attention. Son regard passa sur lui sans s'arrêter, comme si elle ne l'avait pas remarqué. Bon, ben moi je vais faire un tour, voir si je croise notre homme quelque part dans le coin, dit la mutante sur un ton léger. Carlac fit le tour de la place par des coursives adjacentes et revint par celle qui était dans le dos du gamin. Il était toujours là, la tête entre les feuilles vertes et odorantes, recroquevillé derrière le pot pour se faire discret. L'imposante guerrière à la peau rouge et aux cornes asymétriques vint se poster juste à côté de lui, à genoux derrière la plante, observant avec attention Morgan et Osinsef qui discutaient devant l'étincelle.
C'est cool ce que tu regardes dit-elle brusquement. L'enfant sursauta si violemment qu'il se cogna au coin du mur derrière lui. Il se tourna vers la mutante qui le regardait en souriant à pleines dents. Il tourna frénétiquement la tête à droite, à gauche, cherchant un échappatoire. Carlac lui posa une main puissante et griffue sur l'épaule. L'effet n'aurait pas été différent si elle l'avait cloué au sol. « Tu ne t'en vas pas avant de m'avoir dit pourquoi tu nous surveilles. On n'est pas tes ennemis, probablement en tout cas, mais on est curieux. »« Vous connaissez Listal ?» demanda le gamin. « Moi pas, mais le gars qui fait la gueule là-bas, ouais, c'est un pote à lui. » Son prisonnier miniature semblait n'avoir qu'une seule envie, c'était de lui faire confiance. Mais il avait peur et ça se voyait. Carlac se releva et essaya une autre technique pour le rassurer. « Allez, viens, on va voir les deux autres. » Elle l'emmena à la porte de l'étincelle et lui présenta Ozinsef et Morgane, en insistant bien sur le fait que le médecin était un ami de Listal. Le gamin, qui s'appelait Aziz, craqua rapidement et leur expliqua qu'il était le nouvel apprenti de la boutique et qu'il s'inquiétait pour son maître. « Il est parti il y a 3 jours, il aurait dû revenir le soir même. J'ai peur qu'il ait besoin d'aide. Et puis, j'ose plus trop rentrer, j'ai dormi dehors cette nuit, dans les coursives. » « Ah, fit Ozinsef, c'est pour ça que c'est fermé. C'est toi qui es censé t'occuper de l'étincelle ? » ?»« Oui, mais si Listal a des problèmes, il y a des gens qui pourraient venir ici. »« Tu sais ce qu'il fait comme métier, ton maître ?» demanda Carlac avec un petit sourire. « Oui. »« Bon, t'as peur que des pirates viennent à la boutique et tombent sur toi ?» demanda Morgane. « Oui. » La mutante lui tapa sur l'épaule. « Bah ouvre-nous, on va crécher avec toi ce soir. Si des pirates se pointent, ils auront une sacrée surprise. » Aziz n'hésita pas longtemps. Il leur ouvrit la boutique, alluma la lumière et leur fit visiter la caverne d'Ali Baba. Ils résistèrent à la tentation de profiter de l'absence de Listal pour se servir, à une exception près. « Ton maître ?» demanda Morgane comme si l'idée venait de la frapper. « Il n'aurait pas un ou 2 flingues cachés quelque part ?»« Un seul. C'est dangereux d'en avoir, surtout avec les empates combattantes qui se baladent partout maintenant. Alors il en garde un, bien caché, qu'il ne sort jamais. C'est juste au cas où. »« Parfait. On va t'en débarrasser. Ça te fera un danger de moins à gérer, » répondit la mécanicienne avec un grand sourire. « Bon, Listal, il est parti où ?» recadra Ozinsef. Une fois mis en confiance, Aziz s'avéra un vrai moulin à paroles. Le pirate était parti chez un receleur dans les bas-fonds de la Panse. « La Panse, expliqua-t-il, c'est un grand trou au milieu d'Azuria. Il y a plein de docks et d'ateliers, des trucs mécaniques et des magasins un peu louches. Mais surtout, si on descend un peu, c'est un super endroit pour se cacher. Les 4 premiers niveaux sont des commerces très légaux, les 4 suivants, c'est plus varié. Mais c'est tenu par des syndicats de dockers et d'ouvriers, c'est pas encore trop craignos. D'ailleurs, Arnold, le receleur que Listal est allé voir, est au niveau -7. Bon, par contre, faut pas descendre en dessous, parce que là, c'est plus les dockers qui gèrent, ce sont de vrais méchants. Et même si je sais que Listal fait parfois affaire avec une nana flippante qui règne sur le niveau -10, Malara la Blanche. Elle a des types qui bossent pour elle et qui descendent encore en dessous. Dans les ruines de l'ancienne cité détruite par les pirates, il y a vachement longtemps. 300 ans, en gros, précisa Ozinsef en l'encourageant à continuer. Ouais, ok, vachement longtemps. Donc descendez pas aussi bas, Au niveau -7, la boutique d'Arnold, vous trouverez, il est assez connu là-bas. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil à même le sol métallique, une barre de protéines d'algues et un verre d'eau presque pure, ils laissèrent le petit Aziz en lui conseillant de bien fermer l'écoutille. Les coursives défilèrent, magnifiques, décorées et emplies d'une douce odeur indéfinissable. Les ascenseurs, les escaliers, les navettes de transport les conduisirent de la nouvelle arche jusqu'à la Panse. Un immense trou, noir et angoissant, percé comme un puits aux dimensions bibliques au milieu de la cité d'Azuria. Comme leur avait dit Aziz, les premiers niveaux de la Panse ressemblaient à n'importe quelle autre station industrielle, en mieux entretenue. Mais dès que le dernier ascenseur s'arrêta au niveau -5, une petite voix préenregistrée leur demanda de confirmer leur choix. Les autorités officielles de la République du Corail sont absentes des niveaux inférieurs, vous y pénétrez à vos risques et périls, bla bla bla. Le même genre de message qu'on pouvait entendre dans presque toutes les stations sous-marines lorsqu'on voulait accéder à leur plus bas niveau. La pègre et le crime seront toujours là.
Il est parfois plus simple de les laisser prospérer aux endroits où on le souhaite plutôt que de lutter contre eux dans l'intégralité du territoire. Quoi qu'il en soit, avec un petit sourire résigné, Morgan confirma la commande et les portes s'ouvrirent sur 3 Malabars. 2 hommes et une femme, dont 2 arboraient des mutations assez voyantes, qui les abordèrent avec des sourires de commerciaux. « Messieurs, dames, dit le premier, nous sommes les représentants des syndicats des dockers et des ouvriers. » Les 2 autres saluèrent avant que leur ami ne reprenne. « Nous nous occupons des niveaux 5 à 8 et nous déconseillons fortement de descendre plus bas. Bien évidemment, pour maintenir l'ordre, la technique et l'hygiène, nous avons des frais. C'est pourquoi nous demandons aux nouveaux arrivants une participation à ces frais. Nous comprenons que cela puisse paraître intrusif, mais nous vous rassurons, nous ne demandons ce paiement que la première fois. » Il avait parfaitement appris son petit speech, ou bien il le répétait depuis si longtemps que c'était devenu un automatisme. « Et comment vous savez qui a payé et qui n'a pas payé ?» demanda Ozinsef soupçonneux. « Je suppose que vous n'êtes pas que 3 pour surveiller les 4 niveaux. » « Excellente question. Nous vous donnons un bracelet comme ceci. » Il désigna des petits bracelets de coraux entremêlés, rouges et blancs, qui ornaient effectivement leurs 3 poignets. On aurait dit le genre de babioles qu'on distribuait à l'entrée des clubs dans les grandes cités. Roman fit une moue dubitative, et Carlac sortit son plus beau sourire. « Et c'est combien ?» demanda-t-elle enthousiaste. « 200 sols par personne. Ouais, je sais, c'est pas donné. Mais j'insiste, c'est qu'une seule fois, et après vous êtes les bienvenus chez nous. »« Mieux, dit la femme, vous êtes chez vous, chez nous. » La mutante sortit les plaquettes de sol et leur tendit sans discuter. Elle mit fièrement son petit bracelet, pendant que Morgan et Ozinsef les faisaient disparaître dans leurs poches. « Y a un bar sympa dans le coin ?» demanda Carlac. « Ouais, bien sûr, plein. Le plus proche, c'est le Meroukibou. C'est juste de l'autre côté de cette... Non, mais c'est bon, là, l'interrompit le médecin polarien. Tu t'es bien amusé hier, maintenant on a du boulot. » Elle haussa les épaules et fit un petit clin d'œil aux 3 dockers qui la regardaient d'un air désolé. Elles emboîtèrent le pas à un Ozinsef qui était déjà parti et s'enfoncèrent dans les bas-fonds de la panse. « Bienvenue chez moi !» Arnold les accueillit avec un enthousiasme rare, un bras et un tentacule levés en signe de bienvenue et un grand sourire découpant en 2 son visage sans nez. De sa seule main humaine, il désigna les présentoirs couverts de pièces aussi diverses que mal rangées. « Alors, qu'est-ce que je peux trouver pour votre bonheur ? Je vois que vous êtes accompagné par une belle mutante. C'est bien, j'apprécie l'ouverture d'esprit. »« Bah, la République du Corail est plutôt cool avec les mutants quand même, » répondit Morgan pendant que Carlac s'inclinait avec un petit sourire charmeur. « Mais détrompez-vous, on n'est peut-être pas encore chassé comme en hégémonie, je vous l'accorde, mais c'est loin d'être le bonheur à tous les étages. Les mutants sont majoritairement relégués à des tâches ingrates. Régulièrement, certains d'entre nous disparaissent pour ne jamais réapparaître, et j'ai une source très fiable qui m'a assuré avoir vu des convois transportant des mutants prisonniers vers les chantiers de la surface. Regardez au poste important. Il y en a des mutants ? Oui. Bon, vous allez me dire, Laelia Trenton est une mutante, c'est vrai. Et il y en a quelques autres. Mais ils sont là depuis très longtemps, et ils sont pas si nombreux que ça, hein. De là à se dire qu'ils sont maintenus à leur poste uniquement pour donner l'illusion d'une inclusion... Oui, mais je... tenta Ozinsef sans parvenir à interrompre Arnold. Vous pourriez aussi me pointer les empâtes du doigt, hein. Ah ouais, c'est sûr, celles-là, elles sont pas à plaindre, hein. C'est ce que vous allez me dire, hein. Parce que bon, elles sont belles, bien habillées, protégées, importantes, riches probablement, hein. Mais la réalité est tout autre, ouais. Ouais, elles sont toutes belles, ça vous paraît pas louche ? Vous croyez qu'avec le gène de l'empâte, on récolte aussi le gène de la bonasse ? Tu parles, elles sont opérées, modifiées, quand c'est possible, hein. Celles qui ne rentrent pas dans les bons critères, quick, on s'en débarrasse. Et vous croyez vraiment que la vie est enviable quand une gamine de 8 ans est enlevée à sa famille pour être entraînée et conditionnée à en faire une putain de fanatique ? Et une putain fanatique aussi parfois. En effet, c'est... commença Morgan. Moi je vous le dis... On se repose sur la réputation qu'on a construite au siècle dernier. La République du Corail de l'an 665 n'a rien à voir avec la République du Corail, ne serait-ce qu'en 650. C'est pour ça que j'ai fondé le FLM. Le FLM, qu'est-ce que c'est ? demanda Ozinsef en soupirant, comprenant qu'il n'y couperait pas. Le Front de Libération des Mutants.
Une association, pas très officielle. Enfin, j'aimerais bien, mais j'arrive pas à la faire enregistrer comme asso ou comme syndicat. Il y a toujours un truc qui bloque, un papier qui manque, un responsable qui est pas là, ou une petite loi qui nous oblige à refaire tout le dossier. C'est bien ce que je vous disais. Aujourd'hui, quand on est un mutant en République du Corail, on ne peut... Et donc, cette association, elle fait quoi? Recadra le médecin, pressé d'en finir. On aide les mutants. On a plusieurs types d'actions. Parfois, on les planque dans les niveaux des dockers quand ils sont recherchés. On a des médecins pour les soigner parce qu'ils disparaissent beaucoup trop souvent des centres de soins officiels. Et on fait de la communication aussi. C'est important que plus de gens comprennent ce qui se passe et... C'est super cool! S'enthousiasma Carlac sans avoir besoin de faire semblant. Ah, la belle rouge! Je me doutais que tu comprendrais, toi! S'exclama Arnold en secouant son tentacule. Tu viens d'où? Bah, j'ai un peu bourlingué, et quand j'étais gosse, me suis fait embarquer par des pirates. Depuis que je me suis enfui, c'est dans une petite station sur le territoire hégémonien que je crèche. Oula, ouais, pas facile là-bas. Enfin, je suppose que ça peut aller tant que t'évites les grandes stations. Et tu prendrais ta carte d'adhérente au FLM pour nous soutenir? Toi qui connais le problème. Carrément, c'est combien? On fait pas de tarif fixe ici, c'est selon les capacités des gens. Tu donnes ce que tu peux. Carlac se mit aussitôt à fouiller dans ses poches et sortit une plaquette de 100 sols. Morgan suivit son exemple presque aussitôt. Ozinsef soupira en levant les yeux au ciel et se résigna à faire pareil. Bon, dit-il, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir en venir à la raison de notre visite? Ouais, bien sûr. Je disais donc, qu'est-ce que je peux trouver pour votre bonheur? Listal. Arnold s'assombrit quelque peu, il cessa de gesticuler et prit un air plus sérieux. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous lui voulez à Listal? Le trouver. J'ai pas pour habitude de balancer les potes, vous savez. C'est pour l'aider qu'on le cherche, intervint Morgan. Il a disparu, son apprenti s'inquiète. Il dit que ça lui arrive jamais. Pour le moment, la piste remonte jusqu'à chez vous. Le mutant fronça les sourcils et demanda. Quand est-ce qu'il est passé chez moi? Morgan se retourna vers ses amis. Aziz a dit 3 jours, c'est ça? C'est ça, confirma Ozinsef. Ouais, vous dites la vérité. Il est bien passé il y a 3 jours. Aziz va bien? Oui, dit Carlac. On lui a fait une petite frayeur en arrivant. Mais il a compris qu'on était des potes et c'est lui qui nous a demandé de le chercher. Et vous le cherchez pourquoi? Me dites pas que c'est uniquement par altruisme, hein. On est venu parce qu'on a des données à lui vendre, dit Ozinsef. Et on le cherche parce qu'on a des données à lui vendre et parce que c'est un vieil ami. Ok, fit Arnold en levant la main et le tentacule. Je vous crois. Et c'est vrai que c'est pas normal qu'il soit pas remonté. Je lui ai vendu un artefact azuréen, enfin, c'est ce qu'il a dit. Sauf que le truc n'était pas complet, donc il est descendu chercher le reste. Descendu? Demanda Morgan. Ouais, vraiment descendu, hein. Genre au moins 10 chez Malara. J'en étais sûr, pesta Ozinsef. S'il y a un endroit où faut pas y aller, on finit toujours par y aller. Alors, c'est qui cette fameuse Malara? Malara la Blanche. Elle règne sur le dernier niveau. Et elle envoie ses fouisseurs explorer sous la ville, dans les ruines détruites par les pirates il y a 300 ans. Ils ont reconstruit par-dessus, mais il reste des centaines de kilomètres de galeries, de salles et de secrets plus ou moins bien enfouis, et un paquet de trucs qui cherchent à vous buter aussi. Évidemment, maugréa le médecin. Et tu sais où elle crèche, la Malara la Blanche? Dit Carlac. Ouais, carrément. J'ai des fouisseurs qui m'apportent des bidules et des machins. Il y en a un qui m'a dit où se terrait sa chef. Moi, je suis jamais descendu, je suis pas fou. Mais il m'a bien expliqué. Arnold leur dessina un joli petit schéma sur un bout de papier d'algue et leur indiqua le secteur exact où ils trouveraient le repère d'une criminelle endurcie régnant sur le pire niveau des bas-fonds d'Azuria. Tout un programme. Super, merci, s'exclama la mutante en empochant le plan. Un dernier petit truc. Bon, je sais que c'est pas trop censé être légal ici, mais. Ouais, bien sûr, je comprends. Je fais pas ça, moi. Avec le FLM, faut que je me montre discret, je suis très surveillé, vous comprenez. Mais je peux vous indiquer un gars, il est correct. Après des adieux exubérants et la promesse de revenir, Arnold les laissa enfin partir. L'adresse qu'il leur avait donnée était effectivement celle d'un marchand d'armes déguisé en vendeur de pièces détachées. Le propriétaire était un ancien pirate bourru, direct, mais effectivement honnête, et il ne leur cacha pas leur peu de chance de revenir. Il leur proposa ses conditions sans phare et sans tergiverser.
Je vous vends les armes plein tarif, je ne fais pas de location, mais je vous les reprends pour 75% de leur valeur si vous revenez. Cela convenait. Il n'avait de toute façon pas vraiment le choix. Ne connaissant pas la ville et encore moins ses bas-fonds, et il n'allait pas descendre sans être décemment armé. En plus du matériel de base, lampe frontale, cordes, casque et quelques rations, ils prirent une lourde hache pour Carlac, un pistolet automatique pour Morgan et 2 fusils d'assaut. Ça commençait à faire une petite somme et il fallut optimiser les économies de chacun. Mais vous avez plein de fric s'exclama Ozinsef au milieu de la transaction. Bah, nos économies, quoi, répondit Morgan. Mais alors, pourquoi c'est moi qui paye tout depuis le début? Carlac ricana et le vendeur les recadra. Vous réglerez vos soucis perso ailleurs, merci. Pour le moment, on fait affaire. Je me plaindrai plus jamais des galeries techniques de perdition, maugréa Morgan. Ils avaient passé le niveau -8 sans encombre et déambulaient dans les coursives humides et mal éclairées du -9. De l'eau coulait sur certaines cloisons. Les 3/4 des lampes étaient en panne, l'odeur de moisissure prenait à la gorge, et les corps étendus dans les recoins sombres n'étaient pas tous en train de dormir. Des silhouettes s'esquivaient à leur approche, disparaissant dans les passages étroits ou dans les niches crasseuses, et ils marchaient dans un silence angoissant. « Chut !» dit soudain Morgan. « J'ai entendu un truc, dans la coursive à droite. » Ils s'arrêtèrent et tendirent l'oreille. Des bruits de pas venaient effectivement dans leur direction. Des bruits de pas qui n'étaient pas étouffés, qui n'étaient pas furtifs et précipités, des bruits de pas martiaux d'hommes ou de femmes qui ne cherchaient pas à se faire discrets. Ils seraient au croisement, quelques mètres devant eux, dans une poignée de secondes. Ils hésitèrent un peu trop longtemps, faire demi-tour en courant, essayer de se cacher dans un recoin obscur, foncer tout droit. Ils étaient toujours figés à la même place lorsque surgirent 3 soldats et une en pâte à la robe grise et sinistre. Son visage angélique mais glacial se tourna vers eux, et ses yeux noirs comme des puits sans fond scrutèrent jusqu'au plus profond de leurs âmes. Ils frissonnèrent de la tête aux pieds. La jeune femme s'approcha d'eux, flanquée des soldats qui n'avaient pas encore levé leurs fusils d'assaut flambant neufs. Ozinsef eut une pensée pour leur arme nouvellement achetée, largement visible et totalement interdite. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu les cacher à une empâte. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» dit-elle d'une voix dénuée de la moindre émotion. Sa voix résonna dans la coursive comme un tintement cristallin dans une église. « Nous sommes Roman Ozinsef, Morgan et Carlac, nous venons d'Hégémonie et nous cherchons Listal, » répondit le médecin après une seconde d'hésitation. Il ne pouvait pas mentir, elle l'aurait su et n'aurait pas hésité à les faire abattre, voire à les tuer elle-même. Autant répondre franchement et limiter la casse. « Vous le cherchez pourquoi ?»« Des informations à lui vendre. » Il y eut de longues secondes de silence, pendant qu'elle les scrutait avec attention, son visage parfaitement inexpressif. Les soldats se tendirent légèrement, les canons remontèrent de quelques centimètres, et les mains de Carlac et de Morgan se rapprochèrent de leurs armes. Mais l'empâte reprit sa route, passant à côté du médecin sans ajouter ni un mot, ni même un petit signe, et les soldats la suivirent. « Eh ben » souffla Morgan longtemps après que les coralliens eurent disparu dans les ténèbres de la coursive. « Ouais, tout pareil, il faut que je change de culotte, » répondit Carlac. « Allons-y, » dit Ozinsef. Les coursives étaient presque désertes. La présence de la patrouille avait fait fuir tout le monde et ils parvinrent au puits qui permettait de descendre au niveau -10 sans croiser personne d'autre. Ils entrèrent dans une grande salle au milieu de laquelle s'ouvrait un large trou d'où remontait un remugle chaud et humide, puant la mort et la moisissure. Dans ses parois étaient scellés, sans aucune régularité, des barreaux d'échelle qui n'inspiraient aucune confiance. Ils descendirent prudemment la 15aine de mètres qui les séparaient du dernier niveau des bas-fonds d'Azuria. « Bon, d'après les indications, faut aller par là, » dit Carlac en désignant un boyau obscur dans lequel ne brillaient que quelques lampes éparses et faiblardes. Carlac dégrafa la lourde hache à 2 mains de son dos et la tint fermement devant elle en s'engageant dans le passage. Il n'entendait rien d'autre que leurs pas sur les grilles métalliques et des grattements lointains. 4 blocs à remonter avant d'arriver au centre du secteur 27, la salle du trône de Malara la Blanche. Il marchait le plus rapidement qu'il le pouvait sans faire de bruit, jetant des coups d'œil aux coursives perpendiculaires, craignant l'embuscade à chaque fois.
Il parcourait les chemins sales et obscurs depuis 5 minutes lorsque des jappements éloignés résonnèrent dans la coursive, déformés et amplifiés par l'écho. Impossible de dire ce que c'était, impossible non plus d'estimer la distance, mais ça se rapprochait indéniablement. Ils se mirent à courir, et tant pis pour le bruit. Leurs pas claquaient sur les grilles métalliques branlantes du sol, mais ils ne couvraient pas les aboiements qui se rapprochaient. C'étaient des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus, des éclats de gorge agressifs et secs, véhiculant une peur ancestrale qu'une humanité réfugiée sous les océans ne pouvait plus connaître. Les crissements des griffes et les frottements des corps lancés à leur poursuite commencèrent à se faire entendre, et les 3 proies redoublèrent d'efforts. Elles couraient dans l'obscurité, les bras en avant de peur de s'écraser contre une paroi tordue ou de s'empaler sur un tuyau brisé, mais rien n'y faisait. Les jappements terrifiants continuaient de se rapprocher. Soudain, Morgane trébucha sur une grille brisée et s'étala de tout son long en poussant un grognement de douleur. Elle avait réussi à ne pas lâcher son pistolet, mais le souffle coupé, elle ne parvint pas à se relever à temps. Ozintsev et Karlak, qui avaient pris de l'avance, s'arrêtèrent et se mirent à couvert, brandissant leurs fusils d'assaut vers les ombres qui ne tarderaient pas à accoucher des monstres terribles qui produisaient ces cris. Morgane parvint à se retourner sur le dos juste à temps pour voir sauter sur elle une créature à 4 pattes, à la peau déchiquetée et couverte d'ulcères purulents, une large gueule ouverte en grand, emplie de crocs pointus et dégoulinant de bave. Elle poussa un cri et ouvrit le feu. Son tir manqua sa cible, passant au ras de la tête du chien de Kral et ne traçant qu'une légère estafilade sous son oreille. Les mâchoires se refermèrent sur son mollet, et Morgane hurla, autant de colère que de douleur. Karlak et Ozintsev, respectivement accroupis derrière un épais tuyau et cachés dans le coin d'une petite coursive perpendiculaire, se mirent à tirer à leur tour. 3 autres monstres hideux surgirent des ténèbres et se précipitèrent sur leur ami au sol. Ils essayèrent de détourner leur attention, mais seulement 2 d'entre eux sautèrent par-dessus la mécanicienne pour charger dans leur direction. Le 3e sauta au visage de Morgane. La mutante ignora le chien qui venait vers elle et lâcha une courte rafale sur celui qui menaçait son ami. La créature fut touchée au flanc et bondit en arrière en poussant un petit jappement pathétique. Ozintsev cribla de balles la gueule qui s'apprêtait à se refermer sur sa gorge. Un tir presque parfait qui fit voler en éclats le crâne du monstre qui s'écrasa à ses pieds, terminant sa course en glissant dans son propre sang. Karlak dut repousser son adversaire d'un coup de crosse. Il était trop tard pour le combat à distance. Elle lâcha son fusil et agrippa sa hache, qu'elle fit tournoyer en direction de la créature qui hésita à revenir à l'assaut. Pendant que son ami luttait, Morgane se débattait en essayant de faire lâcher prise au chien de Kral qui s'acharnait sur sa jambe. Elle sentait les crocs s'enfoncer de plus en plus, déchirer sa peau et ses muscles, et elle essaya de plaquer son pistolet sur le flanc du monstre. Mais rien à faire. La créature bougeait beaucoup trop vite, et la jeune femme n'était pas en position pour viser correctement. 1 balle, puis 2, terminèrent leur course dans les murs sans avoir blessé son adversaire. Et le dernier des monstres, celui qui avait été repoussé par Karlak, s'apprêtait à revenir à l'assaut. Heureusement, Ozintsev le prit pour cible à son tour et tira dans sa direction. La plupart des balles se perdaient dans l'obscurité, alors que la créature bondissait dans tous les sens pour les éviter, mais certaines faisaient mouche. La mutante porta un violent coup de hache en poussant un cri de rage. Elle montrait ses crocs qui n'étaient pas moins terrifiants que ceux de leurs adversaires, et la lame s'enfonça droit dans le crâne de la créature qui s'effondra, agitée de spasmes. La mécanicienne à terre parvint enfin à caler le canon de son arme sous le poitrail du chien qui la mordait. Elle tira à nouveau, balle sur balle, jusqu'à ce qu'elle sente enfin la pression sur sa jambe diminuer. La créature s'effondra sur elle, un filet de bave ensanglanté lui coulant dans le cou. Elle se dégagea en grognant de dégoût. Ozintsev avait réussi à faire fuir le dernier chien de Kral. Il visa soigneusement et tira une balle qui le frappa en pleine colonne vertébrale, coupant net sa course. La créature s'effondra, les pattes arrière s'agitant frénétiquement pendant qu'il poussait des petits jappements terrifiés. Le médecin mit fin à son agonie d'une dernière balle. « Ça va, Morgane ?» demanda Karlak en s'approchant de son ami. « Ouais, ça ira. Je peux marcher, je crois. Barrons-nous d'ici avant que d'autres trucs ne viennent terminer le travail. Tout le niveau nous a entendus, là. » Difficilement, elle se releva et boitilla jusqu'au médecin. « Je vais regarder, » commença Ozintsev. « Non, plus tard. On reste pas dans ce couloir, » le coupa Morgane en continuant d'avancer.
On y est presque de toute façon. Elle avait raison. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un grand espace ouvert, autour duquel brûlaient de nombreux braseros, probablement autant pour l'éclairage que pour éloigner les prédateurs. Une vingtaine de silhouettes étaient assises ou appuyées sur des colonnes de soutènement, tout en haillons décrépits, comme d'anciennes robes de moine qu'on aurait déchirées, élimées et plongées dans la boue et la crasse. Tout était maigre à faire peur, et leurs yeux brillaient d'une fièvre inquiétante. Tous tournèrent la tête vers les nouveaux arrivants, mais aucun ne fit le moindre bruit. Au centre de cette étrange et silencieuse assemblée, il y avait un large trône fait de pièces que même Morgane n'arrivait pas à identifier, sur lequel était assise une femme à la peau et aux cheveux d'un blanc presque brillant. C'était impossible de lui donner un âge. Elle n'avait pas de rides, mais une sagesse incompréhensible accompagnait chacun de ses mouvements, chacun de ses regards. Ses yeux rouges sang et scintillants, comme deux braises ardentes, semblaient avoir contemplé des siècles d'histoire. Elle se leva gracieusement, dépliant une silhouette élancée qui devait avoisiner les 2 mètres, et chaque fouisseur la suivit avidement des yeux. « Vous avez réussi à venir jusqu'ici, » dit Malara la Blanche d'une voix douce et belle. « Voyons maintenant si vous réussirez à en repartir. »